Alors imaginez, si vous le voulez bien, que vous venez d'un pays qui vient tout juste d'obtenir son indépendance. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes le dirigeant de ce pays. Et puis seulement 1 an plus tard, vous devenez le dirigeant de ce nouveau pays. Les géomètres reviennent et les prospecteurs reviennent avec un rapport. Ils vous disent qu'ils viennent de découvrir pour des centaines de milliards de dollars potentiels d'une ressource précieuse sur votre territoire. Que faites-vous maintenant ? Nous aimerions tous penser que nous serions la bonne personne dans ce scénario. Et faire les bonnes choses comme on nous dit de le faire, tu vois ? Allouer les profits pour investir dans des projets de développement national pour la prospérité du peuple, et ainsi de suite. Bla bla bla. Bien sûr, mais il y a toujours cette petite tentation. Ça commence toujours par « Eh bien, tu sais, j'ai de bonnes intentions et je suis une bonne personne, n'est-ce pas ? Je le suis. Mais il y a tant d'argent qui entre et je suis une bonne personne, donc je mérite de me faire plaisir. Je veux évidemment le partager avec ma famille, mes amis proches et ceux qui m'ont toujours soutenu. Ils le méritent aussi. Ce sont de bonnes personnes et tu sais, si la population commence à nous remarquer avec des luxes, je pourrais simplement dire « Oh, eh bien, cet argent ne vient pas des ressources, il vient d'affaires à l'étranger ou quelque chose comme ça. » Je peux dissimuler la provenance de l'argent, mais en parlant de donner de l'argent aux personnes qui me sont fidèles. Je suis encore assez amer envers ces autres personnes et la façon dont elles m'ont traité à l'époque où nous n'étions pas indépendants, et maintenant je suis au pouvoir et je peux faire bouger les choses. C'est le moment classique de Walter White que tant de pays à travers le monde ont connu. Vous arrivez à un carrefour lorsque l'opportunité se présente devant vous, vous n'avez que quelques instants pour décider quelle direction prendre. Votre pays deviendra-t-il une histoire de succès et d'admiration pour le monde qui vous entoure, ou deviendrez-vous un exemple à ne pas suivre, une histoire d'autodestruction ? C'est l'histoire de la façon dont une petite nation africaine, en 1967 et 67, a été confrontée à cette décision cruciale. Et disons simplement qu'ils ont fait quelque chose de très très bien. Parlons de Diagra. Salut tout le monde, je suis votre hôte, Barbs, et oh, mes tartes de patates douces, qu'est-ce que j'ai là ? Ceci est un t-shirt Geography Now de Quichits 4e. Vous pouvez l'obtenir sur geography9.com, allez sur le site. Il y a plein de produits sympas là-bas. On a des sacs à cordon, des mugs, tout ce genre de trucs cool. Prenez ce que vous voulez. Donc, comme vous le savez, chaque fois que je fais ces vidéos de géographie, je suis un peu comme un anti-tendance, en quelque sorte. J'essaye de trouver des sujets obscurs que je trouve super fascinants et qui n'ont pas beaucoup de visibilité mondiale. Cela dit, pour le sujet d'aujourd'hui, allons en Afrique australe. C'est l'un des lieux les plus anciens de la Terre, où le delta de l'Okavango n'a aucun exutoire. Il inonde toute la savane sèche et les bassins du désert du Kalahari. Cela crée un sous-groupe unique d'animaux sachant tous nager, même ceux dont l'espèce, comme les autruches, ne nagent pas d'habitude. Des autruches nageuses, c'est fou. Voici le Botswana, en Afrique australe. Il y a quelques années, j'ai voyagé dans plusieurs pays de la région pour filmer un épisode sur le Zimbabwe pour ma chaîne. C'était comme l'aboutissement magistral du projet de 10 ans que j'ai commencé en 2014. C'était incroyable, je devais finir en beauté et j'ai invité 18 abonnés à vivre cela avec moi. Le grand final de l'épisode ultime. Mais en plus du Zimbabwe, l'itinéraire comprenait aussi quelques petites surprises dans la région. Nous avons aussi visité 2 autres pays, dont la Zambie, pour voir les chutes Victoria, car il faut s'y rendre pour vraiment les découvrir. Et aussi le Botswana, plus précisément le parc national de Chobe, dans la partie nord du pays. C'est la région la plus densément peuplée d'éléphants au monde, avec environ 130 000 individus. C'est fou, partout où tu vas, tu n'as même pas besoin de faire d'efforts, ils viennent simplement vers toi. Il y a des éléphants partout, c'est incroyable. Mais bref. Mais quand je pense au Botswana, je ne pense pas seulement aux paysages impressionnants, à la faune et tout ça. Il y a en fait une histoire de fond très fascinante derrière ce pays. Pour comprendre, comme souvent, il faut remonter un peu dans le temps. Avant de devenir le Botswana, le pays s'appelait Bechuanaland et était un protectorat britannique. Donc, cela signifie qu'ils n'étaient pas officiellement incorporés comme une colonie à part entière, mais qu'ils étaient un protectorat. Pourquoi cela a-t-il été fait ainsi ? Il y avait plusieurs raisons, dont le refus d'être incorporé à l'Afrique du Sud. Ils disaient « Non, nous ne voulons pas que ces Sud-Africains nous contrôlent ». On a vu ce qui est arrivé au territoire Boer et les guerres des Boers, toutes ces conneries. Comme un tas d'Européens qui se battent entre eux sur le continent africain. C'était vraiment une époque étrange de toute façon. Mais en plus des Boers et des Sud-Africains, ils ne voulaient pas non plus que les Allemands empiètent sur eux depuis l'Ouest, parce qu'ils étaient en Namibie. Donc ils étaient pratiquement encerclés, et ils étaient fichus, peu importe qui ils étaient, c'était juste « Regardez, tout le monde nous entoure ». Nul ne souhaite être colonisé. Mais si on doit absolument avoir un système en place, essayons de nous ranger du côté du plus fort,
celui qui peut tenir les autres à l'écart. D'accord, ce n'est pas idéal, mais c'est comme le meilleur des pires scénarios. Les habitants du Bechuanaland ont compris que c'était le meilleur accord possible, et ils sont devenus un protectorat sous les Britanniques. Mais voilà le truc. Quand ils ont obtenu ce statut de protectorat, les Britanniques, ils ne faisaient pas vraiment attention au Bechuanaland. Vraiment pas. D'abord, c'était un pays enclavé au centre du continent, donc difficile d'accès. De plus, cela rendrait l'investissement et le développement très coûteux, sans parler d'une colonisation massive. Il n'y avait donc pas beaucoup de Britanniques installés au Bechuanaland. Troisièmement, c'était assez sec et aride, donc il n'y avait vraiment pas grand-chose qu'ils pouvaient exploiter pour l'agriculture ou l'élevage. Écoute, ils voyaient essentiellement le Bechuanaland comme un vaste territoire qu'ils pouvaient revendiquer pour dissuader l'empiètement des Allemands et des Boers néerlandais. C'est à peu près tout. Et comme ils ne s'en souciaient pas vraiment, le Bechuanaland était finalement gouverné par un haut-commissaire qui vivait en Afrique du Sud, même pas au Bechuanaland. Ils s'en fichaient tellement qu'ils refusaient même de poster leurs propres gens là où ils devaient protéger. Mais pour les affaires internes du peuple du Bechuanaland, qui ne comptait alors qu'environ un demi-million d'habitants, c'était très peu. Mais parmi ces habitants du Bechuanaland, ils ont décidé de reconnaître 4 principales chefferies dans la région des peuples Tswana. Le nom Botswana vient des Tswana, principal groupe ethnique du pays. C'était une sorte de système de contrôle indirect qu'ils utilisaient pour gérer les choses. Ils pensaient que cela permettrait une stabilité sociale en laissant les chefs locaux contrôler les coutumes et les lois locales, avec le moins de provocation et d'ingérence possible de la part des autorités britanniques. Tout pouvait bien fonctionner tant que les Britanniques contrôlaient les comptes. Dans cet esprit, les Britanniques ont confié le contrôle administratif aux 4 principaux Tswana, chefferie suprême ou Dikosi pour les régions centrales et Sedarowe du Botswana. C'était les Bamangwato pour le sud-est et la région de Molepolole, et les Bakwenas pour le sud-ouest et la région de Kanye. Et Kanye, c'était les Bangwa, Ketse, et dans le nord-ouest, les régions de Ngamiland, Maun et Okovango. C'était la tribu des Batawana. Et pour le reste du Bechuanaland, qui se trouvait plutôt dans les régions de l'ouest et du centre. Elle était principalement habitée par les peuples Sandbushman. Cependant, cette zone était soit sous le contrôle direct des autorités britanniques, soit sous les systèmes de chefferies tribales voisines. Il y a toute une histoire derrière les peuples Sandbushman, et c'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que c'était le système que les Britanniques avaient décidé d'adopter pour gérer efficacement une région. Des chefs locaux qui avaient de l'autorité en collaboration avec l'autorité britannique. C'était un système de fusion étrange et intéressant. Ainsi, le Bechuanaland était resté en grande partie tranquille, sauf si des mesures importantes avaient été nécessaires, ce qui aurait laissé le Bechuanaland très sous-développé. Au tournant du XXe siècle, il n'y avait qu'environ 12 km de routes pavées, il n'y avait pas de grandes villes. À l'époque, le revenu par habitant au Bechuanaland était d'environ $70, soit $650 actuels. À l'époque, il n'y avait que 50 diplômés universitaires. En 1966, il n'y avait quasiment aucune infrastructure, ni accès à l'électricité, à l'eau ou aux soins de santé. Donc cela a duré environ 80 ans à partir de la fin du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Juste une petite chose. Appelée la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, la Seconde Guerre mondiale a été l'un des facteurs déterminants les plus importants qui allait remodeler l'ensemble du continent africain à l'ère postmoderne. Et entre en scène le personnage le plus important de cette histoire, ce gars juste ici, Seretse Khama. Qui était-il ? D'abord, il était de sang royal et fils du chef de la tribu Banglangwato. Lorsqu'il avait 4 ans, son père est décédé, ce qui, par ascension héréditaire, a fait de lui le nouveau chef. Mais son oncle était le régent, qui a pris en charge les fonctions, agissant comme chef intérimaire, jusqu'à ce que Seretse soit élevé et prêt à assumer les responsabilités de la famille royale. Avec son niveau de richesse, ses privilèges et son prestige, il avait accès à des systèmes éducatifs reconnus et avait toujours une audience auprès des autorités britanniques. Puis, un jour, alors qu'il étudiait à l'étranger, il est tombé amoureux d'une Britannique, Ruth Williams, cette dame juste ici. Elle était employée de bureau chez Lloyd's of London. En 1948, ils ont eu une cérémonie civile et obtenu les papiers pour se marier. Ce mariage était considéré comme un véritable scandale à l'époque, aussi bien par les Britanniques que par les peuples Bangmangwato. Les deux parties ont tout fait pour condamner ce mariage. Il avait été qualifié de nauséabond dans la presse et l'oncle de Seretse a exigé l'annulation du mariage. Il était furieux que Seretse ait choisi une Britannique plutôt qu'une femme locale Banglangwato
Et à cause de cela, Seretse a été rappelé au Botswanaland pour un quota. Parce que voyez-vous, c'est l'une des choses les plus importantes au Botswana. Ils ont cette chose dans leur culture appelée un quota, dans lequel le public est autorisé à s'adresser aux dirigeants. S'ils ont des préoccupations ou des questions et ne sont pas satisfaits, ils peuvent les destituer. Cela fait partie des coutumes tribales Swana. Les décisions sont prises après délibération des personnes respectées. C'est ainsi que cela fonctionne là-bas. Donc Seretse a été appelé à ce quota. Et après une longue discussion, il a réussi à les convaincre de le garder comme chef. Et ils ont accepté sa femme. Et quand les Britanniques ont appris qu'il avait été accepté comme chef, ils ont paniqué parce que s'il confirmait son statut de chef, l'Afrique du Sud serait très en colère. Ce serait une violation directe de leur loi d'apartheid stricte. Le Royaume-Uni voulait clairement apaiser l'Afrique du Sud. Donc, qu'ont fait les Britanniques ? Immédiatement, ils ont révoqué leur acceptation de lui en tant que chef et sont revenus à n'accepter que son oncle comme autorité. Et puis un jour, Seretse était retourné à Londres avec sa femme pour des affaires personnelles. De retour au Royaume-Uni, les autorités lui interdirent de revenir au Botswanaland, l'exilant ainsi. Il a finalement pu revenir au Botswanaland dans les années 60, mais seulement à condition qu'il revienne en tant que simple citoyen et non plus avec un statut royal. Mais voilà le problème avec Seretse. Il est né dans la politique, il ne pouvait pas simplement renoncer à cette partie de lui-même. Et donc, dès son retour, il s'est immédiatement replongé dans la politique. Gouvernement local. Lors de l'indépendance en 1966, il est devenu le premier président du Botswana, dirigeant la nouvelle nation. Je veux dire, cet homme qui a commencé comme prince, qui est devenu chef à l'âge de 4 ans, qui a ensuite épousé une femme interdite, exilé puis revenu, il a perdu ses titres royaux, décidant de devenir président s'il ne pouvait être roi. C'est comme une histoire épique. Et il n'est pas seulement devenu une figure emblématique pour le Botswana, mais pour toute l'Afrique, je dirais, voire même possiblement pour le monde entier. Non seulement pour les épreuves qu'il a surmontées, mais aussi car des analystes politiques du monde entier étudieront cela pendant des décennies. Et pourquoi ? Parce que le fait qu'il soit devenu président n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début. Parce qu'un an plus tard, après qu'il soit devenu président, l'histoire atteint son apogée. Parce qu'en 1967, 6-7, après exploration, des prospecteurs lui ont annoncé la découverte d'un grand gisement de diamants kimberlitique près d'Europa. C'est l'ère de la merveilleuse découverte du Botswana. C'était une veine, une énorme veine dans la terre remplie de diamants. Le Botswana venait à peine d'obtenir son indépendance depuis 1 an, et déjà Seretse Khama était confronté à la plus grande décision qui allait déterminer tout le cours du futur du pays. Un homme accède au pouvoir, et il se retrouve face à une ressource abondante et extrêmement précieuse qui pourrait garantir des décennies d'exploitation minière, d'extraction et de gains financiers. Parce que bien trop souvent, nous entendons exactement la même histoire dans des pays du monde entier, et certainement dans beaucoup de leurs pays voisins en Afrique. C'était le tournant du Botswana. Que ferait Seretse Khama lors de son premier mandat en tant que président? Après réflexion et avoir pesé ses options, il a promulgué la loi sur les mines et minéraux de 1969, Hey 9, qui attribuait tous les droits miniers du sous-sol à l'État. L'État, et non les chefs tribaux ou entreprises privées, détenait toutes les ressources minérales. Cependant, il a également mis en place un modèle de co-entreprise avec la société De Beers. De Beers était la plus grande entreprise productrice de diamants au monde. C'est une entreprise sud-africaine et britannique, et elle opérerait sous leur filiale d'Ebotswana, et ce serait un partenariat à parts égales, 50-50. Ainsi, les revenus des diamants serviraient au développement national et des services, plutôt qu'aux élites. C'était sûrement la décision structurelle la plus importante, car elle a permis d'exploiter les ressources pour le développement national. Et légalement, tous les contrats devaient être rendus publics, mettant en évidence tous les droits miniers et l'allocation des fonds. 30 à 35% des revenus des diamants servent aux dépenses courantes, le reste va au développement, à l'épargne et aux investissements souverains. À ce jour, aucun président du Botswana, même après Seretse Khama, n'a dévié de la politique stricte de gestion des revenus du diamant. Seretse Khama a instauré des dépenses prudentes. Aucun président suivant n'a tenté de dépenses populistes pour obtenir le pouvoir. Et une chose qui aide vraiment à cela, c'est le cadre exponentiel à moyen terme, ou cadre exponentiel à moyen terme qui stipule que la budgétisation se fait sur un plan glissant de 3 ans, et non sur une base annuelle.
Cela empêche les dirigeants de pouvoir faire des choses comme des dépenses soudaines dans les infrastructures ou des dépenses populistes pour obtenir des voix ou autres. Toutes les dépenses inutiles sont refusées. Ainsi, il a géré les diamants. Mais un nouveau défi arrivait. Comment allait-il gérer le peuple? Avec l'instauration d'un système parlementaire et d'une présidence au Botswana, comment cela allait-il entrer en conflit avec l'ancien système de chefferie? Il devrait réduire les pouvoirs exécutifs des chefs traditionnels, mais comment le faire sans trop de réactions négatives? Eh bien, il a en quelque sorte fait quelque chose d'assez ingénieux. Il a décidé de créer l'Antloya Dikosi, ou la maison des chefs, et il servirait en quelque sorte de conseil consultatif pour le système de gouvernance nationale. Ainsi, il conservait un rôle légitime et une voix dans les affaires gouvernementales. Les chefs étaient insatisfaits et n'ont pas voulu s'y opposer. Ainsi, une fois que Serrat Sekama a eu la main dans la gestion des ressources et du peuple, ceci fut la base qui a propulsé le Botswana en avant d'une manière inédite sur tout le continent. Plus tard, ils allaient instituer des bureaux pour des choses comme la lutte contre la corruption, la direction du contrôle des engagements et des comptabilités, le conseil de passation des marchés publics et de cession des actifs. Toutes ces mesures ont assuré la transparence des dépenses publiques, des appels d'offres compétitifs et l'absence d'ingérence politique dans les contrats. Ils ont été les premiers en Afrique à offrir gratuitement une thérapie antirétrovirale et à construire rapidement des hôpitaux. Leur stratégie de traitement du virus de l'immunodéficience humaine, syndrome d'immunodéficience acquise, est parmi les plus agressives d'Afrique. Leur écotourisme de grande valeur et à faible impact profite surtout aux régions d'Okavango et du Chobe au nord. Ils ne vont absolument jamais emprunter de l'argent, sauf en cas d'urgence absolue. Voilà. En gardant tout cela à l'esprit, cela ne veut pas dire que tout est parfait au Botswana. Je veux dire, bien sûr, il y a des choses dans leur système et leurs institutions qui reçoivent leur lot de critiques. Par exemple, certains disent qu'il y a encore une forte dépendance économique à l'industrie du diamant. Beaucoup évoquent l'exclusion sociale, notamment dans les communautés rurales souvent négligées par l'État, entraînant des déséquilibres régionaux. Des inquiétudes existent sur la liberté des médias au Botswana. Certains s'interrogent sur la capacité des institutions à survivre face à des chocs économiques et sociaux. Tout s'équilibre grâce à la confiance de la communauté. Certains estiment que des bureaux comme le département anticorruption n'assument pas pleinement leurs responsabilités. Certains affirment que des politiques budgétaires et de notation trop prudentes freinent l'investissement étranger. Par exemple, créer une entreprise au Botswana n'est pas exactement la chose la plus facile. Il faut se conformer à de nombreuses réglementations et enregistrements. Et globalement, beaucoup de gens ont l'impression que le système au Botswana est très avare au risque. Et cela finit par étouffer la croissance économique en favorisant la complaisance plutôt que la véritable prospérité. Ce qui peut être un peu frustrant parce que parfois on se sent un peu coincé, tu vois. Globalement, le système gouvernemental du Botswana est jugé valable et salué par de nombreux analystes politiques. Au final, perçois-le comme tu veux. En un demi-siècle, ils n'ont eu ni coup d'État, ni conflit interne majeur et des transitions de pouvoir pacifiques. Ils sont devenus le siège de la communauté de développement d'Afrique australe. Ils comptent parmi les 3 pays les moins corrompus d'Afrique, offrent des salaires décents à leurs fonctionnaires et policiers, et ont une culture politique axée sur la transparence et la consultation. Ils ont réalisé tout cela avec moins d'habitants que la Jamaïque, bien que leur territoire soit 52 fois plus vaste. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils sont le modèle parfait pour chaque nation sur Terre. Par exemple, tous les pays du monde n'auront pas un système Ntloya Dikosi. Comme une chambre des chefs, mais tous les pays n'en ont pas. Mais c'est comme si le Botswana avait trouvé un moyen de fusionner le côté traditionnel avec le côté moderne, tout en recevant une énorme bénédiction financière, mais en étant très prudent et conservateur dans la façon dont ils allouent les revenus de cette précieuse bénédiction. Parfois, les gens disent net qu'ils sont un peu trop prudents avec leurs dépenses, mais il vaut mieux pécher par excès de prudence. Vous savez, il vaut mieux économiser de l'argent que tout perdre. Il n'existe pas de recette universelle pour créer un pays parfait. Aucun pays ne l'est vraiment. N'y allez pas, vous allez tout gâcher, mais à vous de voir. Le Botswana a en quelque sorte trouvé un moyen de rendre les choses vraiment géniales, et je ne sais pas. Je voulais juste faire cette vidéo pour vous, Botswana. Bravo à vous d'avoir pris ces initiatives parce que, évidemment, vous avez quelque chose de spécial. Restez cool, restez à l'écoute.